Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Claude. Vous pouvez vous asseoir, on peut faire un stand-up, c'est comme vous voulez. Ok, très bien, on s'assoit. Alors, on va aller dans le vif du sujet. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui ne vous ont pas vu dans vos œuvres sur M6 notamment, puisque Jean-Claude Puerto-Salaver était plus ou moins un employé de sa propre société. Voilà, c'était le PDG caché, l'agent secret dans sa boîte, l'infiltré. Là, en l'occurrence, la boîte en question, il s'agit d'Ucar, que vous avez fondé en 1999, introduite en bourse en 2011. Ucar est donc une société de location de courte durée, parfois de longue durée, c'est selon, l'offre est assez vaste. Il se trouve que parmi les thèmes qui ont été abordés cette année, il y a celui de l'évolution de la mobilité. Et ça, c'est un thème qui vous tient beaucoup à cœur, en l'occurrence, de réussir à modifier la mentalité de l'automobiliste français, donc de réussir à le faire passer de la notion de propriété, j'achète ma voiture, elle m'appartient, elle est à moi, à l'usage. Donc, ce n'est pas ma voiture, mais je l'utilise. Alors, dans cette philosophie-là, ça évolue, Ucar, etc. Mais pourquoi est-ce que ça vous tient tant à cœur? Les gens, ils ont le droit d'avoir un truc qui leur appartient, si ça leur fait plaisir. Ah, ils ont le droit, oui. On a fait avec Gary une des premières interviews quand j'ai créé Ucar, c'était il y a une dizaine d'années à peu près. Je vous disais toujours, je vous disais déjà, la propriété, c'est devenu la pire des manières de consommer. L'automobile. Et pourquoi? Tout simplement parce que quand on est propriétaire d'une voiture, on l'a choisie pour son pic de consommation. Quand on part loin, en famille, et 90% du temps, force est de constater que cette grosse voiture est plutôt un fardeau. Alors que si on fait le contraire, si on a une petite voiture, quand on en a besoin, seulement si on en a besoin pour aller travailler, pour emmener les enfants à l'école, et qu'on a la possibilité de choisir une voiture le week-end, les vacances, une voiture adaptée aux circonstances, eh bien, on a accès à des voitures neuves. Parce qu'évidemment, la grosse voiture est chère. Et comme elle est chère, on l'achète d'occasion. Le parc est extrêmement vieux. C'est une réflexion qui ne revient que rarement. Il y a 35 millions de voitures en France, donc 15 millions ont plus de 10 ans. Et moi, je trouve ça effrayant. C'est effrayant. Mais précisément, pourquoi? Est-ce que c'est pour des raisons écologiques, économiques? Pourquoi est-ce que la notion d'usage est pour vous plus moderne, essentielle aujourd'hui? Mais parce que tout simplement, quand on a une grosse voiture à plein temps, on gaspille. 90% du temps, au moins, on gaspille. Donc il est bien préférable de rouler dans une petite voiture qui va évidemment coûter moins cher que la grosse, donc on va pouvoir l'acheter neuve. Donc elle va consommer 2 fois moins. Quand je dis 2 fois, c'est, entendez, une fois parce qu'elle est neuve, et les performances des constructeurs se sont formidablement améliorées sur la consommation et donc sur la pollution, et une deuxième fois parce qu'elle est adaptée aux circonstances. L'idée est séduisante et tout le monde est d'accord, hein. C'est le schéma idéal. Mais alors pourquoi ça fonctionne pas? On en est quand même encore à une notion patrimoniale. Les freins, ils sont où? Vous me racontiez une histoire sur les dindes. Faites-moi l'histoire de la dinde. La dinde, j'adore. S'il vous plaît. C'est une histoire que j'adore. C'est jusqu'à la veille de Noël, pour les dindes, tout va bien. On les engraisse, on s'en occupe, on les chouchoute. Bon, alors pourquoi cette histoire? Quel est le rapport? Le rapport, c'est qu'on est exactement dans la situation de la dinde. Tout va bien. Hein? Exactement, tout va bien. Non, je crois qu'il y a probablement 3 sujets principaux. Un sujet de mentalité. Si on n'est pas prêt à renoncer à la propriété, on ne peut pas passer à l'usage. Je crois qu'on est quand même de plus en plus prêt. Il y a un critère qu'on observait, nous, complètement au début de Ucar, qui nous semblait très important, c'est l'âge de passage du permis de conduire. Et on se rendait compte que les jeunes passaient leur permis de conduire de plus en plus tard. Or, pourquoi est-ce qu'on passait le permis de conduire à 18 ans dès que c'était possible et qu'on avait très envie d'être propriétaire de sa voiture? C'était une manière de montrer qu'on était passé à l'âge adulte. Ça y est, je suis un grand, je quitte l'adolescence, je deviens un adulte. Et donc la voiture était un signe, était une manière de communiquer avec la collectivité. Hein, on est moins dans l'intimité que son chez-soi où on fait rentrer quand même peu de gens. Avec la voiture, on annonce à tout le monde qui on est. Et il me semble que les jeunes disent moins qui ils sont avec la voiture. Et alors on a remarqué une chose, c'est que quand on ne dit pas, quand on n'annonce pas le passage à l'âge adulte avec la voiture, eh ben les signes qu'on a envie d'envoyer dans la vie, j'ai un môme, j'achète un break, j'ai une augmentation, j'achète une autre voiture, une plus grosse voiture,
Eh bien, quand on n'a pas annoncé le passage à l'âge adulte avec la voiture, eh bien, on fait plus ces annonces avec la voiture. Autrement dit, on prend de la distance. Et quand on prend de la distance avec la voiture, eh bien, on renonce plus facilement à la propriété. Donc je crois que les mentalités sont en train de beaucoup changer. Et je crois que les gens sont de plus en plus prêts, en tous les cas les gens les plus jeunes, à renoncer à la propriété. Deuxièmement, il faut l'offre. Il faut une offre. Et je crois que ce n'est pas si facile à construire, une offre qui associe une petite voiture et une voiture quand on en a besoin. C'est la raison pour laquelle moi j'ai cherché très vite des partenariats avec des constructeurs, parce que je me suis dit, si on veut faire une vraie révolution dans la consommation automobile, il faut impliquer les constructeurs et leur réseau. Il y en a deux qui m'ont fait confiance, General Motors, pour lequel on a développé la marque Opel Rent, et Volkswagen, pour lequel on développe la marque Audi Rent. Et vraiment, on voit des clients qui ont complètement basculé dans ces réseaux, qui changent complètement de comportement. Donc, malgré tout, on a quand même le sentiment que ce qui freine les automobilistes, c'est aussi la notion de rentabilité. C'est-à-dire que l'offre dans l'usage est souvent assez élevée, ça suppose un montant important, là où on se dit que lorsqu'on achète sa voiture, on va récupérer une part de son investissement en la revendant. Est-ce que ça ne fait pas partie de ce qui ralentit, en tout cas, le passage à la philosophie de l'usage? Oui et non. La voiture moyenne des Français, je crois que c'est un scénic de 8 ans et demi. Et si on compare le passage à l'usage, le prix du passage à l'usage avec la consommation moyenne des Français, eh bien, on fait des économies en passant à l'usage. Pour autant, et je m'étais fâché il y a quelques années sur ce sujet-là, le type qui a une voiture qui vaut 3 000 €, ben, lui, il a un élément de patrimoine. Ça vaut 3 000 €. Et si on ne l'aide pas à passer de la propriété à l'usage, et ça, c'est le travail des pouvoirs publics, alors effectivement, c'est contraignant et ça peut être un frein. C'était votre campagne « Les pauvres sont dégueulasses, ils polluent hein, », que je rappelle, qui plaidait pour une prime à la casse, qui n'était pas du tout ce qu'on a connu, hein, qui était une vraie... fallait mettre beaucoup d'argent et que pour les très vieilles, pour que ça fonctionne. La prime à la casse, ça sert à qui? Ça entraîne des effets d'aubaine. Ça n'est utile que pour des gens qui vont anticiper leur achat. C'est-à-dire que la personne qui a une BX de 15 ans, vous pouvez lui mettre toutes les primes à la casse que vous voulez, il n'achètera jamais une BX neuve. C'est impossible. Pardon. Il y en a plus. Une C5. Et donc la seule manière de l'aider, c'est de lui proposer de passer de la propriété à l'usage. Et ça serait efficace. C'est ce qu'on avait essayé de dire à M. Borloo à l'époque. On l'avait dit d'une manière un peu brutale. Provocatrice. Alors, le développement du car passe aussi par la Chine, parce que vous avez décidé de partir en Chine, et donc le marché, d'ailleurs, chinois, on le sait, est maintenant devenu le premier marché automobile mondial. Est-ce qu'il est prêt pour la location de voitures? Parce qu'aujourd'hui, c'est la propriété qui fonctionne là-bas, l'achat de voitures. Oui, moi je crois que les pays qui sont en train de progresser de manière extrêmement rapide ne feront pas les mêmes erreurs que nous. Je crois que la Chine ne peut pas se permettre un parc équivalent à 35 millions de voitures et à 15 millions de voitures qui ont plus de 10 ans. Donc je crois qu'ils vont couper fromage. Je crois qu'ils vont être... C'est normal, ils répéteront pas nos erreurs. Ils vont beaucoup plus vite que nous passer à l'usage. Et on pourrait se retrouver dans la situation paradoxale où ce sont les nouveaux pays consommateurs d'automobiles qui passeront plus vite que les anciens à l'usage. C'est pour ça qu'on va en Chine et dans d'autres pays. Ce sera très vite plus pédagogique. Oui, et puis de toute façon, ça n'est pas possible. On ne peut pas laisser sur la route des voitures qui ont des performances énergétiques et des pollutions d'un tel niveau que nos voitures anciennes. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible, donc ça va se faire de manière mécanique. Mais pour autant, pour l'instant, ce sont quand même des constructeurs qui ont plutôt tendance à proposer une offre d'achat. Oui, mais pour le moment... C'est pour ça que vous y allez maintenant. Oui, on y va maintenant, et de toute façon... faire une offre de mobilité à l'intérieur d'une concession automobile, ne serait-ce que pour apporter un véhicule de remplacement aux clients qui font réparer leur voiture, c'est déjà utile, c'est déjà nécessaire, même en Chine. Très bien. Laurence ? Alors on va revenir aux femmes. Hein. On a vu que dans les comités de direction, elles n'étaient pas très nombreuses, hein. On est en dessous de 10%. Alors chez UCAR, combien sont-elles ? Elle est piégeuse, cette question, vous ne trouvez pas ? Allez, non, elle n'est pas piégeuse. Elle n'est pas piégeuse et chez UCAR, elles sont majoritaires. Elles sont majoritaires, pour être franc, je ne m'en étais pas rendu compte. Et elles sont devenues majoritaires. Quand on a préparé, je l'ai vu compter. Il me disait les noms. Il dit on est 9.
il m'annonce les femmes, puis il me dit « Oh merde !» Combien il y en a? Oui, c'est vrai, c'est 5 sur 9. 5 sur 9, mais ça s'est fait d'une manière parfaitement automatique, naturelle. C'était une volonté de parité? Non, pas du tout, je ne m'en étais pas rendu compte. Innocemment? Innocemment, non, je ne pense pas que c'était innocent. C'était tout simplement que dans une entreprise comme la nôtre, on est plutôt à la recherche de l'efficacité et on ne fait pas de... On fait pas de... Ça, c'est Mais si vous connaissez les personnalités des femmes dont nous parlons, c'est des personnalités bien plantées, bien structurées, et franchement, elles sont là parce que il n'y a aucun débat, quoi. Et ça peut pas être mis en cause par leur qualité professionnelle. Justement, d'ailleurs, cette reconnaissance de leur travail et de leur talent que vous venez d'évoquer, précisément, c'est ce que toutes les études mettent en avant, c'est-à-dire le lien entre la mixité et les performances. Alors, est-ce que justement, le fait que des femmes intègrent les boards, est-ce que c'est ce qui génère l'amélioration des performances? Je crois que c'est une des clés pour vous? Il me semble parce que si j'étais pas dans cette situation-là où chez nous les femmes sont majoritaires, j'aurais un peu plus de mal à vous dire ça. Vous diriez il est venu nous cirer les pompes. Je crois que les femmes sont plus dans le faire que dans le verbe. Je crois que les femmes sont habituées à faire, et comme elles font, eh bien, elles sont habituées à prendre plus de risques, parce que celui qui ne fait rien ne prend pas de risques, on est d'accord. Mais celui qui fait en prend. Donc elles sont habituées à gérer plus de risques, et je crois que ça les rend mécaniquement plus courageuses. Elles sont habituées à être plus courageuses. Et... Alors, je crois que le problème du board et le problème du COMEX, c'est un problème très différent. Moi, je suis en train de vous parler du COMEX, c'est-à-dire des gens qui ont vraiment le pouvoir dans l'entreprise. Et j'observe un exercice du pouvoir des femmes au quotidien qui est assez différent de l'exercice du pouvoir des hommes. Et encore une fois, mon impression, c'est qu'elles font plus, elles prennent plus de risques et elles sont plus courageuses. C'est une tendance, mais à qualité professionnelle équivalente, à technicité équivalente. Et dans une entreprise, nous sommes une ETI, nous sommes une entreprise qui s'est construite depuis la page blanche, où il n'est pas question de faire de la politique, il est question de construire. On est parti de zéro, on fait 100 millions de chiffre d'affaires, on rêve de faire 1 milliard demain matin avec l'international. On n'a pas l'opportunité encore une fois, d'accueillir des gens qui ne soient pas efficaces. Et je constate que les gens qui sont efficaces chez nous, c'est majoritairement des femmes. Et alors, les hommes, comment ils vivent cette situation? Est-ce qu'il y a de la frustration, puisque toutes les nominations récentes ont été pour des femmes? Non, je ne crois pas qu'il y ait de frustration, parce qu'encore une fois, quand l'efficacité est la valeur principale, et dans une entreprise qui se réinvente, qui se construit tous les jours, il faut être efficace, sans ça n'existe pas. Je crois que ce qu'ils veulent, c'est d'avoir des collègues à côté d'eux sur lesquels ils peuvent se reposer, sur lesquels ils peuvent compter, auxquels ils peuvent faire confiance. Donc homme ou femme, franchement, je crois que ça n'a pas d'importance pour les hommes. Alors là, en même temps, vous avez rendu un hommage vibrant, et merci d'ailleurs pour elles et vos collaboratrices. J'espère que certaines d'entre elles sont là, elles ont pu apprécier. Vous les avez, voilà, elles sont courageuses, elles sont performantes. Nécessairement, il y a des hommes qui doivent s'inquiéter. Quels conseils vous pouvez leur donner? S'il en existe. Surtout ne vous ancrez pas dans des positions conservatrices. Regardez un peu la différence. Si elles progressent, si à un moment donné... c'est elles qui prennent le pouvoir, c'est pas un hasard. Donc surtout, ne vous enfermez pas, ne vous renfermez pas dans des positions conservatrices. Je crois qu'il faut, encore une fois, il faut faire et prendre des risques, accepter de prendre des risques. Et c'est ce que je dirais aux hommes. Et je dirais à contrario aux femmes dans les entreprises où on n'accueille pas beaucoup les femmes, c'est ne perdez pas votre cap, ne jouez pas aux hommes. Oui, ça c'est très bien, effectivement. Et comment est-ce que vous leur expliquez de ne pas jouer aux hommes? Je dirais que c'est pas mon problème à moi, parce que franchement, chez nous, on s'en rend pas compte. On n'est pas... Mais c'est ce que je dirais à des femmes. Vous savez, on est dans un univers économique qui n'est pas si simple que ça. Je crois que
quand le talent des femmes n'est pas reconnu dans une entreprise, elles peuvent se dire on va aller voir ailleurs. Elles peuvent se dire on va aller voir ailleurs parce qu'il y a des entreprises, et c'est assez facile à mesurer, à observer. Il y a des entreprises dans lesquelles les femmes sont mieux accueillies, dans lesquelles le talent est mieux valorisé. Mais on ne peut pas toujours déménager, on ne peut pas toujours changer d'entreprise. La situation économique ne s'y prête pas véritablement. Je crois qu'à l'intérieur de l'entreprise dans laquelle on est, quel que soit le comportement de l'entreprise, je crois qu'il faut rester droit dans ses bottes. Je crois qu'il faut encore une fois vraiment pas singer les hommes. C'est pas le meilleur conseil qu'on pourrait donner aux femmes aujourd'hui pour prendre le pouvoir, pour exercer le pouvoir. Et en même temps, ça se passe au moment de l'embauche, c'est-à-dire la sélection des profils. C'est là que vous les repérez, ces femmes-là qui vous ont étonné, qui ont intégré le COMEX. Pas toujours, c'est la progression de la carrière qui le fait. À un moment donné, elles réussissent, quoi. Elles réussissent et on prend pas le pouvoir, disons, une situation dans le COMEX en claquant dans les doigts. Il y a parfois 1, 2, voire 3 promotions pour en arriver là. Peut-être pour conclure, ce matin, on a vu que l'étude Women's Matter montre que c'est bien la culture d'entreprise et pas l'appétit de pouvoir des femmes ou leur ambition qui est en cause dans le ralentissement de leur carrière. L'enquête qu'on a faite avec TNS Sofres sur nos lecteurs dit la même chose. On a exactement 81% des femmes interrogées et 81% des hommes qui disent « oui, je suis prête, je suis ambitieux et je suis ambitieuse et je suis prête à faire des sacrifices ». Donc le verrou dans ces chiffres qu'on voit, c'est la culture de l'entreprise. Oui, bien sûr. C'est l'histoire. C'est l'histoire. J'ai la chance et l'honneur d'être administrateur d'une grande entreprise multinationale. Et quand on parle du sujet des ratios, on voit tous les mecs en train de se regarder et se dire à qui elles vont piquer la place. C'est humain. C'est humain. Et il y a un conservatisme. Et on est copains, on a construit une histoire ensemble. Donc il faut, je crois, aussi accepter que le temps fasse son œuvre. Mais je crois que le changement de société dans lequel nous vivons obligera de plus en plus les entreprises à être entrepreneuriales. Et les valeurs dont nous parlons, les qualités dont nous parlons, sont des qualités indispensables pour des entreprises entrepreneuriales, dont les choses vont se faire d'une manière un peu automatique. Très bien, merci beaucoup Jean-Claude Puerto-Salaberre. Merci. Notre grand témoin.